Cette fois-ci, le colloque que nous proposons est un colloque spécial parce qu'il traite d'un sujet tabou. Donc, on va se poser la question, premièrement, qu'est-ce qu'un tabou? Qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous entendons dire par ce mot intrigant, ce mot mystérieux qui est déjà défini et indéfini à la fois. Donc, ce sujet va être pendant 3 jours le sujet d'un débat, je crois, passionnant, parce qu'il influe sur la situation des arts dans le monde, c'est pas seulement dans les pays arabes, il influe sur la condition des artistes. Est-ce que les artistes s'autocensurent ou subissent des censures? العربية المسكوت عنها بالدرجة نجم نقولوا الطابو ça existe, le bouchon. Et nous allons voir comment ce sujet va être traité par nos collègues français, belges et autres, et aussi nos collègues tunisiens. J'espère que ça va être un débat très intriguant parce que nous sommes devant une situation un peu spéciale. Et est-ce qu'on va on va résoudre ce problème dans ce colloque, ou peut-être les questions qui vont se poser peuvent être à la fois insolites. Et moi-même, je suis un peu, comment dirais-je, j'ai écrit une communication, mais jusqu'à maintenant je tâtonne, est-ce que je vais présenter cette communication ou pas? Donc, je suis encore dans cette situation un peu difficile. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'y assister et je remercie aussi nos invités étrangers pour avoir venu et présenter aussi leurs avis concernant ce sujet. Donc, je ne vais pas être très long. Je donne la parole à Madame Nedja, que je remercie beaucoup parce que c'est elle qui a organisé au nom de l'école doctorale, aussi de l'unité de recherche de l'école, ce colloque. C'était pas facile. Et je vous remercie aussi de donner de l'attention à ce sujet et de venir pour nous éclairer, chacun de son côté, nous éclairer sur cette question qui est à la fois sociale, religieuse, sexuelle, dans la trame de l'art. Voilà. Je donne la parole à Madame Nedja. Oui, merci Serbib. Je pense que ça va. Hein? Ouais. Donc, bienvenue à tous. L'unité de recherche pratique artistique moderne en Tunisie, Maftouha pour les intimes, organise aujourd'hui son 8e colloque. Il y a 2 ans, à Hammamet même, nous nous sommes rencontrés pour discuter le corps et ses diverses connexions avec les pratiques artistiques. La question du tabou se profilait déjà en négatif. C'est donc presque naturellement, dans une sorte de glissement intellectuel, que nous nous sommes orientés vers la notion de tabou et ses implications sur les pratiques artistiques. Notre choix, disons-le sans tabou, a été également nourri par l'effet de l'actualité,
par le renouveau de plusieurs formes de conservatisme, aussi bien sous nos cieux qu'un peu partout dans le monde, par la recrudescence des violences contre les artistes. Nous savons le tabou nécessaire à l'humanité. Nous savons que son invention et ses diverses mises en place à travers l'histoire ont contribué à réguler les liens sociaux, à créer des traditions de toutes sortes, y compris académiques et esthétiques. Nous savons que l'art a régulièrement travaillé dans le respect et le dépassement, transgression des codes esthétiques et sociaux. Pour paraphraser par la négative les propos de notre ancien ministre de la Culture, qui plus est universitaire, l'art ne s'est jamais contenté d'être beau ou uniquement beau. Nous savons, surtout aujourd'hui, que le tabou, ou ce qui est présenté comme tel, par la culture de l'ignorance ou par le surplus de l'idéologie, peut servir de faire valoir d'un groupe contre un autre, peut se muer en dispositif politique pour asservir un groupe ou un individu, le mettre au pas, l'anéantir même. Bref, à différents niveaux, indépendamment parfois de l'histoire et de la géographie, on use du tabou comme précepte monolithique, comme la manifestation de la présence de la main de Dieu sur terre, soit pour consolider l'ordre rigoriste dominant, soit pour tenter de réduire les quelques espaces de liberté existants et de rompre le contrat social en œuvre pour imposer, par la force, d'autres normes, d'autres lois. Ces raisons et d'autres expliquent notre choix. Permettez-moi de rappeler ici brièvement les questions posées par l'argumentaire de l'appel à communication. Je remercie au passage ma collègue Kauta Jalezi qui n'est pas là mais qui a contribué à rédiger la première mouture de l'argumentaire. Les questions qu'on s'est posées, c'est quelle est la fonction du tabou dans l'art? Comment l'art parvient-il à passer à la moulinette différents dogmes considérés comme intouchables? Comment des pratiques apparemment sans concession lèvent-elles le voile aussi bien sur le sacré et l'objet prohibé que sur l'interdit et l'impur? L'art doit-il tenir compte des repères, des limites et des frontières des valeurs communes? Les œuvres révélatrices des tabous de la société sont-elles forcément blasphématoires et tombent-elles unanimement sous le coup de la censure? Comment les institutions et les galeries récupèrent-elles la transgression du tabou et encouragent-elles tout ce qui fait bondir les frontières d'acceptation culturelle? Dans quelle mesure le tissu des institutions artistiques manifeste-t-il son goût pour l'abominable? Rompre avec le conformisme est-il du sort ou du devoir de l'artiste? Quel est le rôle de l'artiste dans l'évolution libérale, libertaire de la société? J'espère que les différentes communications contribueront à apporter des bases théoriques pour répondre à ces questions. Notre programme, vous l'avez vu sans doute, est assez chargé. Donc, le comité scientifique a tenu à donner la parole aux collègues chercheurs, enseignants et doctorants, aussi bien de l'ISBAT que d'autres institutions d'enseignement de l'art, dans la limite bien sûr de nos contraintes. Le colloque sera donc marathonien, je l'espère du moins. Je vous demanderai par conséquent de respecter le temps alloué aux communications et aux débats. Exceptionnellement, ce colloque conjuguera une conférence inaugurale et des communications. J'ai en effet demandé à Yves Michaud, qui en tant que philosophe épris d'esthétique, en tant que théoricien de l'art et observateur du monde de l'art d'aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur la question du tabou et ses rapports aux pratiques artistiques. Donc c'est lui qui va inaugurer le colloque. Il a très aimablement accepté mon invitation en proposant un synopsis de sa communication. Transgression, donc sa communication s'intitule Transgression aujourd'hui, un défi pour les artistes. Je tiens à lui adresser mes vifs remerciements et lui témoigner mon admiration. Un grand merci également à Monsieur le directeur d'ISBAT, au comité scientifique, au comité d'organisation, particulièrement à M. Narzaïl, Bas Mahlel et Marim Rais. Merci aussi à Hoda Fartouna pour le soutien graphique. Merci d'avance à tous les intervenants, au public et bon colloque. Sans oublier notre merveilleuse Asma Djepi. Je donne donc la parole à Monsieur Yves Michaud. Merci. Bon, le problème est le même qu'hier, c'est-à-dire le problème de la voix. Mais grâce au micro, je pense que j'arriverai à me faire entendre. Merci à vous tous d'être ici. Merci à Madame Gélassi de m'avoir invité.
J'ai accepté avec grand bonheur cette invitation parce que justement la question est une question qui m'importe beaucoup et qui m'importe d'autant plus que, je veux dire, qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Tunisie, où nous sommes dans des situations qui sont assez symétriques, largement différentes, mais assez symétriques. Et c'est toujours intéressant pour vous comme pour moi de mesurer en quelque sorte la différence de nos positions, la différence de nos situations, pas de nos positions intellectuelles, mais des situations dans lesquelles nous avons à réfléchir, à produire et à juger. Alors, j'ai proposé un thème assez général sur tabou et transgression aujourd'hui. Qu'en est-il de la situation? Et je commence par des remarques. Alors, il se trouve que j'ai fait beaucoup de travaux sur la violence depuis fort longtemps, depuis plus de 40 ans, et que la notion de violence a toujours à voir avec la notion de transgression de règles, d'où mon intérêt aussi tout particulier pour ces questions. Alors je commencerai par dire, de manière générale, qu'aucune société humaine n'est sans tabou. Il ne faut pas croire qu'il y ait une société paradisiaque où il n'y ait pas de tabou. Des vieux maîtres, Georges Canguilhem, qui disait que justement au paradis, s'il n'y a aucune transgression possible, il n'y a rien de paradisiaque. Mais une société humaine a besoin de règles qui définissent, distribuent et ordonnent les relations entre les choses, entre les ressources de la nature, entre les êtres vivants, entre les êtres humains et entre les esprits. Les esprits pouvant être les esprits des défunts, les dieux, les démons, les anges, etc. Et les tabous délimitent les domaines du permis et de l'interdit. Les tabous ordonnent en quelque sorte cette répartition des choses, des êtres et des esprits. Et donc, quand on transgresse les tabous, on met forcément en cause l'ordre social lui-même, et évidemment ça entraîne des sanctions terribles, humaines, divines ou surnaturelles. La plupart des tabous importants sont religieux, même quand ils ne relèvent pas expressément de la religion, tout simplement parce que le tabou délimite dans l'abstrait, in abstractu, les domaines du permis et de l'interdit. Il y a d'un côté ce qui est permis, et puis de l'autre ce qui, au-delà du tabou, est interdit. Et donc le tabou délimite les champs respectifs du sacré d'un côté et du profane de l'autre. Alors, on a parfois l'impression que certains tabous, par exemple alimentaires ou sexuels, ne sont pas religieux, mais compte tenu de leur force particulière, en fait, tous les tabous sont investis de ce qu'on doit appeler un caractère sacré. Alors maintenant, si on en vient tout de suite aux arts, eh bien, dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, les arts sont soumis à des règles sociales, politiques et religieuses, dans un ordre qui change. Parfois c'est le religieux qui prime, parfois c'est le politique, parfois c'est le social, et ces règles doivent être plus ou moins strictement suivies, en général plutôt plus que moins. Notre expérience moderne, ou en tout cas récente, de société libre, fait que nous avons tendance à oublier à quel point les règles qui s'imposent aux artistes et aux comportements sociaux en général peuvent être strictes, et à quel point les artistes sont en fait sous la contrainte de réaliser des programmes, même quand les artistes ne sont pas trop conscients en fait de cette obligation de suivre des programmes. Comme j'en ai parlé un peu déjà hier, il est vrai que nous vivons depuis environ 200 ans, à peu près 2 siècles, une période d'art libre, et où, je dirais, la réalisation de programmes n'apparaît plus avoir autant de force, et même n'avoir pas de force du tout. Mais, justement, par rapport à cette illusion d'une liberté absolue, il faut bien se rendre compte que la plupart des périodes historiques et dans la plupart des cultures, les artistes sont se voient en demeure de réaliser des programmes. Alors, cette contrainte de réalisation de programmes s'exerce de 2 manières. Je parle des manières, je dirais, abstraites. D'un côté, je dirais, il y a une contrainte matérielle, au sens où la contrainte dépend d'institutions qui organisent les métiers, les corporations et les confréries artistiques.
C'est-à-dire que pour faire de l'art, il faut rentrer dans les professions, rentrer dans les institutions, et si on se situe en dehors des institutions, eh bien, on ne peut pas créer, on ne peut pas produire. Je donnais hier l'exemple des artistes en Union soviétique, mais c'est pareil, c'était pareil pour les écrivains, par exemple. Si vous n'apparteniez pas à l'Union des écrivains, dans les pays socialistes, vous n'aviez pas accès à la possibilité d'écrire, et encore moins à celle de publier. Donc l'idée d'un art qui serait amateur, une pratique amateur de l'art, est une idée qui doit être immédiatement laissée de côté. Donc il y a déjà, si vous voulez, une contrainte matérielle. Il faut faire partie des confréries qui permettent de produire de l'art. Et puis l'autre aspect, je dirais, de cette contrainte programmatique, eh bien, elle est idéologique, au sens où il y a des règles qui commandent les sujets à traiter, les histoires à raconter et les objets à réaliser. La première image que vous avez là, c'est une illustration d'une peinture qui était dans une église du Val d'Aran espagnol, qui maintenant est au musée d'art de Catalogne, qui a été détaché. C'est un devant d'autel. Là, vous avez le programme au XIIe siècle, donc le programme d'un artiste, aussi bien en termes de structure de représentation qu'en termes de sujet à représenter. L'artiste est obligé de représenter les scènes de martyrs des saints patrons de l'Église, et il est obligé de les représenter dans un système de représentation qui est un système de représentation extrêmement schématique, avec juxtaposition, mais là on a véritablement un programme. Si notre artiste s'était mis en tête de faire une peinture religieuse de type sulpicienne, tout simplement elle n'aurait pas été reçue ni même acceptée, et en tout cas il n'en aurait probablement même pas eu l'idée. Donc vous avez à la fois des règles artisanales et des programmes de représentation, et évidemment les unes et les autres ne cessent de se renforcer, c'est-à-dire que les institutions obligent à respecter les programmes de représentation, et les programmes de représentation déterminent, en gros, les apprentissages de la profession. Alors c'était vrai au XIIe siècle, c'était vrai dans les ateliers de la Renaissance, dans les fameuses académies de Saint-Luc, c'est vrai dans les académies tout court. J'ai été directeur de l'école des Beaux-Arts de Paris. Nous avions un énorme stock de peintures peintes à l'occasion du Grand Prix de Rome au XIXe siècle. Là, les programmes n'étaient pas des programmes religieux, c'était des programmes de la mythologie gréco-latine, et il faisait partie des apprentissages des élèves de l'école des Beaux-Arts d'apprendre la mythologie gréco-latine pour pouvoir représenter les sujets qui leur seraient présentés au concours. Aujourd'hui, il n'y a pas un étudiant d'une école des Beaux-Arts qui serait capable de remplir le programme auquel étaient soumis les élèves du XIXe siècle. Il fallait qu'ils connussent très très bien la mythologie grecque et la mythologie romaine. Et de même qu'ils connaissent aussi très bien la plupart des légendes de la Bible. C'était vrai aussi dans les corporations de sculpteurs travaillant à la décoration des cathédrales. C'était vrai en Union soviétique, où, comme je l'ai dit, l'appartenance à l'Union des écrivains ou à l'Union des artistes allait de pair avec la définition des sujets abordables et des styles pour les aborder. Une anecdote qui est pas très récente, qui est pas si vieille que ça, qui date d'une quarantaine d'années. J'ai été un des rares européens, européens non communistes à séjourner dans un des derniers paradis socialistes, l'Albanie. Eh bien, un des plus grands écrivains albanais contemporains, qui est toujours vivant, qui s'appelle Ismaël Kadare, avait reçu, comme on le soupçonnait de déviance, avait reçu la commande à laquelle il s'est soumis d'écrire un grand roman sur l'héroïque lutte de l'Albanie et de son président Enver Hoxha pour se libérer de la domination de l'Union soviétique, puisqu'ils avaient rompu avec l'Union soviétique. Il a dû écrire un roman réaliste socialiste qui s'appelle un rue d'hiver, qui est un énorme livre dans lequel il a été obligé de faire figurer le président de la République socialiste d'Albanie, et
attendez, ce qu'il y avait derrière, hein, c'était le risque pour lui d'être condamné à mort. Hein. C'était aussi simple que ça. Hein. Là, on n'était pas à transgresser les tabous, on était à respecter le tabou et à remplir la commande. Alors, de très nombreuses études d'histoire de l'art, pour toutes les cultures, ont montré en détail cette force des contraintes et cette force des programmes. Vous pouvez me passer la suivante. Là, je donne juste deux illustrations. Ça, c'est un programme de peinture aborigène australienne. Bon, c'est des programmes de représentation de rêves aborigènes. Il y a une légende en général liée à une source et à des rassemblements périodiques autour de cette source, et le peintre reçoit la commande et s'exécute en peignant ce programme. Pratiquement toutes les peintures aborigènes australiennes ressemblent à ça et ont une fonction, je dirais, dans des cérémoniaux. Alors, ça a évolué dans les années récentes, puisque ce sont devenus des productions à destination des touristes, et ensuite de quoi, compte tenu de leur succès, ce sont devenus des productions sinon à destination des musées. C'est-à-dire, on avait des peintures religieuses, des peintures à programme religieux mythologique, qui deviennent ensuite des peintures à destination touristique, et puis compte tenu de leur succès, ça devient ensuite des œuvres d'art à l'état pur, sans qu'on fasse plus. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et là, je vous ai montré une affiche. C'est une affiche, hein, datant de la grande révolution culturelle prolétarienne de Mao Tse-tung en Chine. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on commandait pas ça à un cabinet de publicité. Pour être un peintre d'affiches, il fallait avoir été recruté dans une école spécialisée dans les programmes d'affichistes à destination du Parti communiste chinois. Moyennant quoi, d'ailleurs, fait partie des ruses que peuvent avoir les artistes quand ils respectent les tabous d'un côté et les transgressent de l'autre. C'est vous pouvez l'auteur de cette affiche de propagande a le droit d'être artiste, mais propagandiste. Mais si dans sa vie privée il fait quelques peintures à lui, il va pas être accusé de parasitisme social. Vous voyez, hier je vous parlais du peintre russe Steinberg. Steinberg, lui, n'appartenait pas à l'Union des artistes soviétiques, mais en revanche, son collègue Ilya Kabakov, qui lui n'avait eu comme possibilité artistique que d'entrer dans une faculté où on apprenait à faire des livres d'enfants. Kabakov était un artiste pour livres d'enfants. Et il a fait toute son œuvre à lui, je dirais, sous couvert de son œuvre de producteur de livres d'enfants. Parce que là, au moins, il avait un statut social qui lui permettait, par ailleurs, à ses moments perdus, d'être un artiste plus amateur. Alors, encore une fois, ce qui est très intéressant aussi à signaler tout de suite, c'est que les artistes peuvent ruser. Le programme peut être extrêmement strict, mais il n'est pas rare que justement les artistes rusent, soit avec les institutions, soit avec les programmes. Quand ils ruseront avec les institutions, bien encore une fois, ils profiteront de leur statut d'illustrateurs de livres d'enfants pour faire des peintures à eux. Et si c'est au niveau des contenus, de l'idéologie, eh bien, à ce moment-là, ils risquent de faire, par exemple, des œuvres à double entendre, des œuvres avec des allusions qui ne peuvent être compris que des happy few, et en tout cas pas forcément des gens qui sont chargés de la répression. Alors, j'en reviens maintenant à l'époque de l'art pour l'art et de la religion de l'art, parce qu'effectivement, ce que je répète, excusez-moi de faire des redites, mais ce que je répète par rapport à hier, c'est que la période que nous avons vécue depuis environ 2 siècles, c'est une période assez exceptionnelle. C'est une période où justement l'art a été libre. L'art a été libre, et où petit à petit se sont effacés les contraintes programmatiques, jusqu'au point d'ailleurs où les artistes se sont dit « je sais pas quoi faire, hein, on me donne pas ma liberté est vertigineuse et je ne sais pas quoi en faire, j'aimerais bien qu'on me fixe des contraintes pour pouvoir créer ». Et donc nous avons vécu, je dirais à partir des années 1800, une période d'impressionnante richesse créatrice, mais brève,
celle où l'art est lui-même devenu une sorte de religion, la religion de l'art pour l'art. L'idée que l'art doit être parfaitement libre et doit donc bénéficier d'une sorte d'immunité quand il transgresse les tabous, que ce soit les tabous politiques, les tabous sociaux, les tabous religieux et les tabous artistiques. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul, hein. On n'a pas décrété un jour que l'art était libre. Il y a eu une marche progressive de libération de l'art pour l'art. Il y a eu des procès contre les caricaturistes politiques en Europe pendant tout le XIXe siècle. Il y a eu des procès pour immoralité et obscénité. Par exemple, le procès dont je parlais déjà hier contre Flaubert lorsqu'il écrit Madame Bovary en 1857. Il est poursuivi pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs, mais il ne sera pas condamné. Et la même année, il y a le procès contre Baudelaire avec des Fleurs du Mal pour les mêmes raisons, hein, outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Alors, dans les mêmes années, on va avoir le scandale, vous mettez la suivante s'il vous plaît, le scandale de l'Olympiade Manet, qui a été peinte en 1863 et qui est présenté au salon de 1865. Et ce scandale est tout à fait intéressant parce qu'il est exemplaire. Pourquoi? Bon, c'est un nu féminin qui a particulièrement choqué à son époque. Or, quand on parcourt les musées et qu'on connaît l'histoire de l'art, on sait que des nus féminins, il y en a dans l'art européen depuis la Renaissance. Le suivant. Par exemple, depuis les Marie-Madeleine, les Saintes Marie-Madeleine, disciple du Christ et qui est probablement au départ une ancienne prostituée, Marie-Madeleine est très souvent représentée nue, simplement cachée par ses cheveux. Encore une fois, l'artiste qui représentait cela, ça c'est une sculpture, hein, du XVIe siècle, l'artiste qui représentait Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse, couverte par ses cheveux, savait très bien qu'il faisait un nu. Mais il avait le droit de le faire parce que c'était un nu pudique et le nu d'une sainte. Bon, vous aviez d'autres nus féminins érotiques. Il y en a eu dès le maniérisme au XVIe siècle, le suivant, avec par exemple les nus du Titien, la Vénus d'Urbino, du Titien. Donc en 1863, quand Manet nous présente son Olympia, il transgresse pas le tabou du nu, mais il transgresse le tabou du nu traité en dehors des règles artistiques en vigueur. Et les règles artistiques en vigueur jusqu'à 1863, c'était que il aurait fallu, pour représenter un nu féminin, soit représenter une piété hypocrite, représenter un nu mais avec une piété hypocrite, le suivant, comme tous les Saint-Sébastien, nous autres historiens de l'art, nous savons très bien que les Saint-Sébastien sont des Saint-Sébastien, mais ce sont aussi des scènes de plaisir homosexuel, hein, de sadomasochisme et de plaisir homosexuel, et que la plupart des grands peintres se sont fait un grand bonheur à peindre tous ces Saint-Sébastien qui sont tous plus sexy les uns que les autres. Donc, pour représenter le nu, il aurait fallu le faire de manière hypocrite, ou alors peindre avec réalisme des mendiants à peine vêtus, ou alors trouver un prétexte de scène mythologique pour représenter une scène libertine. Le suivant. Alors là, je vous montre un tableau qui m'a toujours beaucoup plu et dont je me sers souvent dans mes conférences. Il est au musée de Rennes. Il n'est pas grand, hein, alors, la taille est très importante. Ce tableau est grand comme ça. Quand vous avez un tableau de cette taille, hein, vous savez que c'est un tableau, je dirais, libertin. C'est-à-dire, c'est de la pornographie, hein, en fait. Quand c'est grand, c'est à usage public. Quand c'est comme ça, c'est à usage privé. Donc en fait, c'est une scène d'orgie, hein, c'est une scène de partouze. Sauf que, c'est le banquet des dieux. Hein, c'est le festin des dieux. Alors, il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est le festin des dieux. Voilà une manière, si vous voulez, de transgresser les tabous, hein, je veux dire, vous voyez. Mais, et personne n'y verra rien à redire. Enfin, si.
C'est pour ça que c'est petit, hein, et que ça sera probablement le personne qui là ne l'exposera pas dans l'entrée de sa maison. Mais vous voyez un petit peu. Alors ce qui choque quand Manet présente sa femme nue de 1863, eh bien c'est que c'est simplement une femme nue normale. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte mythologique. Et il n'y a pas, c'est même pas un modèle, hein, c'est une femme dans une position de modèle normal, et c'est en cela que la perception de l'époque a été la perception d'une scène scandaleuse, et d'ailleurs en gros pornographique, parce qu'à la même époque, vous aviez tout un domaine de pornographie qui se développait beaucoup, grâce à la photographie. Hein. Et de ce côté-là, l'Olympiade Manet, elle a beaucoup à voir. Elle est en compétition avec la pornographie photographique de l'époque. Alors, au fur et à mesure, la suivante, s'il vous plaît, au fur et à mesure que les barrières tombaient, eh bien, les transgressions au nom de l'art polar ont touché de plus en plus de domaines et de sujets. La caricature politique. Je vous montre Félix Vallotton, peintre nabi au départ, fin du 19e siècle, avec le cœur très à gauche et très proche des anarchistes. Félix Vallotton fait des bois gravés qui sont des merveilles, qui sont profondément engagés dans la critique sociale. Caricature, le suivant aussi. La critique politique, la dénonciation sociale, ça c'est un tableau de 1947 de André Fougeron, un peintre communiste français, sur la pauvreté des gens, hein, c'est les Parisiennes au marché, et suivant encore, ou la critique de la religion, dans l'enterrement à Ornans de Courbet, puisque sa grande peinture qui a été allégorique, a été extrêmement mal reçu à l'époque, parce qu'il avait fait, non seulement il représentait toute la bourgeoisie d'Ornans, y compris la bourgeoisie qu'il ne supportait pas, mais il représentait aussi toutes les autorités, et notamment les autorités ecclésiastiques, avec des trognes pas possibles, des trognes d'ivrognes et d'abrutis, et que ça a été bien et bien perçu, comme ça devait l'être, comme une caricature virulente de l'Église de ce milieu du 19e siècle. Alors, avant d'analyser plus avant cette tradition, je reviens brièvement sur le concept de transgression. La transgression, le couple de référence là, c'est règle, transgression. Il y a transgression que s'il y a infraction à une règle. Et une règle, c'est une prescription commandant qu'on suive une pratique définie de certaines manières, en respectant tous les éléments qui sont impliqués. Alors, des règles, il y en a de toutes sortes. Hein. Dans les sociétés fonctionnent sur la base de règles. Il y a des règles de cuisine. Hein, vous pouvez transgresser une règle une recette de cuisine. Il y a des règles de droit, il y a des règles du code de la route, il y a des règles de la mise en page, hein, ceux qui font du graphisme l'apprennent. Il y a la règle de construction des murs et les règles de la perspective. Et donc la transgression, c'est toujours l'écart par rapport à une règle. Et cet écart, il peut être sanctionné, réprimé, mais parfois, il est célébré comme une source d'originalité et d'innovation. Aujourd'hui, beaucoup de cuisine qu'on appelle innovante, innovatrice, consiste à transgresser un certain nombre de règles traditionnelles des livres de la cuisine bourgeoise. Alors, une transgression, elle peut être unique, une fois, on transgresse une fois, ou répétée. Elle peut être involontaire quand vous ne connaissez pas la règle qui est en vigueur, ou bien elle peut être recherchée, volontaire. Quand il y a une transgression répétée, eh bien, soit on produit de nouvelles règles sur la base de cette répétition de la transgression, c'est-à-dire ce qui va devenir la règle va être de transgresser la règle, soit on va tomber carrément dans l'anarchie et le chaos. Et l'idée de chaos, c'est justement l'idée d'un monde où il n'y aurait aucune règle. Mais un monde où il n'y aurait aucune règle, en fait, c'est un monde où toute règle qui se présente serait
immédiatement transgressée, et puis une autre qui se présenterait serait transgressée, etc. C'est la seule manière de penser le chaos. Penser le chaos, c'est de penser un monde où plus rien ne serait prévisible et où chaque fois qu'arriverait une règle, elle serait transgressée. Un bon exemple de transgression à répétition, c'est dans la littérature du marquis de Sade. Ça donne une assez bonne idée du chaos transgressif, c'est-à-dire c'est une accumulation de violations de règles, et au bout du compte, cette accumulation de violations de règles, elle devient passablement répétitive et même passablement ennuyeuse. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de lire du Sade, mais Sade, il y a un moment où ça devient réellement barbant. Hein. Il y a beaucoup de transgressions, c'est formidable, mais il y a un moment où c'est toujours pareil, ça recommence toujours à être transgressé. Alors, cette réflexion faite, il est évident que l'art moderne, celui qui a pour principe l'innovation, ou ce que Harold Rosenberg a nommé dès 1958 la tradition du nouveau, a été par excellence transgressif. Suivant. Voilà, c'est bon. A été par excellence transgressif, c'est-à-dire on innovait en enfreignant les règles, c'est-à-dire en peignant par exemple des chevaux bleus, des femmes bleues, en collant des images sur une surface peinte, ou en présentant comme une sculpture, je pense à la sculpture de Karl André par exemple, une plaque de cuivre qui n'a quasiment aucune épaisseur. Hein, alors que, en principe, la sculpture travaille dans le volume. Et je dirais que cette politique de l'innovation distingue l'art dit moderne des arts dits classiques ou académiques, ou de l'idée qu'on se fait en Occident des arts primitifs, où, justement, on cherche au contraire, à chaque fois, répéter dans les règles de l'art. Il y a beaucoup de formes d'art, encore aujourd'hui, qui consistent à respecter les règles de l'art. Je pense à un art mineur, mais qui est assez intéressant. C'est l'art de la peinture, de l'aquarelle botanique. L'aquarelle botanique qui se développe à partir du XVIIe siècle pour les atlas de botanique. C'est un domaine où vous n'avez pas intérêt à transgresser la règle, puisque tout votre programme consiste à représenter le plus exactement possible les fleurs, les graminées, les plantes les fruits que vous présentez. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup d'artistes qui pratiquent ce type de peinture, qui est un art mineur, mais qui est un art. Alors je dirais que la transgression dans l'art moderne a revêtu deux formes, parfois séparées, parfois réunies. Alors, une première forme de transgression consiste à se cantonner strictement au monde de l'art. Et c'est effectivement caractéristique du monde de l'art pour l'art, coupé de la société, que ce soit par souci de pureté ou à cause du rejet, je dirais, des bourgeois qui montrent leur peu de sens esthétique. Et évidemment, le représentant le plus accompli de cette transgression à l'intérieur du monde de l'art, c'est Marcel Duchamp, dont je vous ai montré hier le Cheikh Tzanck. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que Marcel Duchamp n'a jamais été engagé ni socialement, ni politiquement. Marcel Duchamp, c'est fondamentalement un esthète, c'est fondamentalement un artiste qui transgresse toutes les règles à l'intérieur du monde de l'art, mais qui, dans sa vie de citoyen, dans sa vie d'homme, mène la vie la plus conformiste qui soit, la vie la plus ordinaire qui soit. Et l'autre forme de transgression, elle consiste évidemment à opérer dans le monde de l'art, mais aussi en essayant de toucher le champ social. Et là, je dirais, on touche le champ social soit en le voulant, soit, je dirais, sans le faire exprès. Il se peut qu'une conséquence hors champ de l'art, de l'action de l'artiste, soit de produire un choc dans la société. Allez-y. Alors, je donne un bon exemple, si vous voulez, de transgression à l'intérieur du monde de l'art, mais avec un effet sur la société. C'est le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Déjeuner sur l'herbe, c'est un motif
assez standard, je dirais presque académique dans l'art moderne du 19e siècle, puisque c'est l'art qui découvre le plein air, c'est la rencontre des amis, etc. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On représente ça comme ça, mais en même temps, en mettant les compagnes nues au milieu des bourgeois artistes. La suivante aussi. Là encore, c'est une forme de transgression, si vous voulez, avec un impact social. C'est l'effet de la caricature. C'est quand Vallotton dénonce justement la répression policière. Une autre encore, idem là pour Vallotton. Il y a une transgression à l'intérieur du monde de l'art, mais qui en même temps est destinée à avoir un impact social. Alors, la première forme de transgression, la transgression, je dirais, à l'intérieur du monde de l'art, elle a été au cœur de la plupart des recherches de l'art moderne au XXe siècle, dans ce qu'il a de plus artistique, et je dirais aujourd'hui de plus muséal. C'est-à-dire, parce que le musée, en plus, a un grand avantage, c'est un espace qui est assez isolé et assez protégé pour que la transgression artistique puisse y être menée sans trop de risques et soit néanmoins clairement visible par comparaison avec le reste. Le musée, c'est un endroit qui sacralise et qui protège en quelque sorte les œuvres d'art. On peut s'y permettre des choses qu'on ne se permettrait pas à l'intérieur. Alors c'est cette sorte de transgression que le conservateur et historien de l'art de New York, Kirk Varnedoe, qui est mort en 2003, avait étudié dans sa thèse. Et sa thèse était intéressante, ne serait-ce qu'à cause de son titre, puisqu'il appelait ça un mépris subtil pour les règles. A fine disregard of the rules. Un mépris subtil pour les règles. Et ce titre faisait allusion à l'invention du rugby au XIXe siècle. Parce que le rugby a été inventé par quelqu'un qui jouait au football et qui, soudain, a pris la décision de jouer le football avec les mains, en quelque sorte. Et cette violation des règles d'un sport a conduit à la production d'un autre sport, et qui, lui, est extrêmement compliqué en termes de règles, le rugby. Et Varnedoe disait qu'au fond, à l'intérieur du monde de l'art moderne, on a exactement ces sortes de transgressions de règles qui produisent de nouveaux espaces de création. Alors la seconde forme de transgression, celle qui a un impact social ou politique, elle a été plutôt le caractéristique de ce qu'on appelle l'art des avant-gardes du XIXe siècle et des avant-gardes engagées au début du XXe. Alors, je dirais que, à mon avis, à cette différence d'attitude, transgression à l'intérieur du monde de l'art ou transgression, je dirais, de l'art avec un impact social, il y a, à mon avis, cette différence d'attitude, deux raisons. D'une part, jusqu'à la fin des avant-gardes des années 1910 et au moment du retour à l'ordre des années 1920, l'art a été pendant encore longtemps intégré au champ social. C'est-à-dire que ce qui se passait dans le champ social, à l'époque de Manet par exemple, ne laissait pas indifférent le public bourgeois, et les artistes pensaient encore que le champ social les concernait et qu'ils pouvaient y produire des changements. La suivante. Oui, on n'a plus idée encore aujourd'hui, n'avons pas idée de quelle pouvait être l'importance du salon, le salon des artistes français, où les artistes reconnus comme tels et se reconnaissant entre eux comme tels exposaient leur production de l'année. Mais c'était une manifestation de masse. Vous aviez des masses de gens qui venaient voir l'état de l'art. Ça veut dire encore qu'un très large public, qui n'était pas forcément un public d'esthètes, un très large public continuait à avoir un vrai intérêt pour l'art et à se préoccuper de ce qui se passait, y compris si ça le scandalisait et si ça l'horrifiait. Et je dirais que cet intérêt a continué jusqu'à ce qu'il faille prendre acte de la coupure entre le monde de l'art d'élite et la société, et donc jusqu'à ce qu'au moment où il a fallu prendre acte du triomphe de l'art pour l'art. Mais il en reste quelque chose aujourd'hui. Il en reste quelque chose aujourd'hui dans la célébrité des grands artistes, Picasso, ou dans le succès des grandes manifestations artistiques, les biennales, les grandes expositions,
les grandes rencontres artistiques internationales. Et puis, une seconde raison de cette différence d'attitude tient au fait que l'art a longtemps été lié, même, disons de manière ténue, même de manière légère, a longtemps été lié à des projets de changements sociaux et politiques forts. C'est seulement à partir des années 1930 qu'on a dû prendre acte de l'impuissance de l'art à être révolutionnaire, notamment après la catastrophe de son association avec la révolution soviétique, ou de l'association du futurisme avec le fascisme de Mussolini. Et donc, la conséquence a été le repli sur la tour d'ivoire de l'avant-garde. À partir du moment où l'art ne peut plus avoir un vrai effet d'avant-garde dans le monde social et politique, il faut qu'il se retire dans sa tour d'ivoire et qu'il produise l'avant-gardisme dans son propre champ. Et de ce côté-là, vous avez un essai marquant aussi bien par son contenu que par sa date sur ce thème, c'est l'essai de Clement Greenberg de 1939 qui s'appelle Avant-garde et kitsch, et dont en gros le thème est: l'art voulait faire la révolution et elle ne peut plus faire la révolution, l'art doit donc revenir à ses fondamentaux, revenir à son propre champ et produire ses propres révolutions à l'intérieur de son domaine propre. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, le bourgeois croyait encore dans l'espace public du salon, jusqu'aux scissions à répétition des refusés et des salons contestataires, et l'artiste croyait encore, au moins pour certains, que l'art pouvait changer la vie. Par la suite, le bourgeois ne va plus s'intéresser à l'art, il va aller au théâtre, il va aller au cinéma, et l'artiste, lui, va se replier sur le champ de l'art, et le scandale sera, la transgression sera une transgression dans la salle d'exposition. Alors, je veux quand même noter une chose, parce que ça a été un des moments encore forts de la transgression, c'est à la fin des années 1960, pendant une dizaine d'années très intenses, très riches et virulentes, il s'est produit ce que l'historien de l'art espagnol Tomás Llorens a appelé la dernière polémique de la modernité. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouveau une vague d'art transgressif. Illustration suivante. Encore suivante. Voilà. Une vague d'art transgressif. Ça a été l'art de la performance violente et dangereuse, que ce soit chez Chris Burden ou ici chez Marina Abramović. Là, la performance est très simple. Hein. Je veux dire, elle est en public, un couteau, et elle tape entre ses doigts en allant de plus en plus vite. Bon, bien évidemment, elle se blesse profondément et elle continue. Il faut dire que c'est une sacrée bonne femme. C'est une dure. Mais la suivante. Alors toujours, ça a été sa pire performance. La pire performance de Marina Abramović en 1975. Elle commence, bon, je donne le contenu, elle dure 2 heures cette performance. Performance de 2 heures. Elle commence par manger 1 kilo de miel. Ensuite, elle boit 1 litre de vin. Ensuite, elle se flagelle jusqu'à ne plus sentir la douleur. Ensuite, elle se trace une étoile au rasoir sur le ventre. Ensuite, elle avale des somnifères et elle se couche sur un lit de glace. Et à ce moment-là, en général, les spectateurs interrompaient la chose pour qu'elle ne meure pas. Donc la performance s'arrêtait là. Mais Marina Abramović, dès que je suis devenu directeur de l'école des Beaux-Arts, je l'ai engagée comme professeur un semestre par an, et elle faisait des choses moins brutales que dans ces années 75, c'était 10 ans, 15 ans plus tard, mais elle faisait subir aux élèves un entraînement de commando. C'était un entraînement de commando. Et tous les élèves qui ont suivi les cours de Marina Abramović ont fait quelque chose. Pas forcément dans l'art, mais elle leur avait appris à une intensité, une concentration,
un sens de recueillement et de la volonté qui était absolument invraisemblable. Mais c'était un entraînement mental. Donc dans ces années 70, vous avez toute cette dernière polémique de la moralité, les performances angoissantes, les performances violentes et dangereuses, les happenings provocateurs, le living théâtre, l'actionnisme viennois, l'art conceptuel et l'art minimal. Et là, de nouveau, pendant quelques années, il y a eu de nouveau la réunion de deux formes de transgression. Celle qui était à l'intérieur du monde de l'art, parce que ça se passait dans le musée, et celle qui choquait socialement, celle qui scandalisait le public. Et il y a même, parmi les actionnistes viennois, il y en a plusieurs qui ont fini en prison, et en prison pour longtemps, à la suite de performances sexuelles scandaleuses, etc. En fait, ces dernières avant-gardes du XXe siècle voulaient redonner de la vigueur à un art moderne qui s'était enfoncé dans le maniérisme et dans l'académisme de l'expressionnisme abstrait et des critères formalistes. Et puis je dirais aussi que ça va de pair avec la dernière période d'engagement politique fort des artistes à la suite des mouvements contestataires des années 60, des guerres de libération nationale contre la colonisation, des programmes révolutionnaires sud-américains ou africains, excusez-moi encore. Alors j'en viens maintenant à la dernière partie de mon intervention. Je dirais qu'il faut bien reconnaître, hélas, que en Europe et dans le monde occidental, nous sommes sortis de cette époque depuis une bonne trentaine d'années. J'en viendrai un peu plus loin à la situation que vous pouvez connaître au Moyen-Orient et au Maghreb, mais je veux d'abord parler de cette sortie chez nous, cette sortie d'un art engagé. Parce qu'elle est assez importante pour comprendre ce qui se passe chez nous, comme ce qui se passe probablement aussi chez vous. Alors, il y a eu plusieurs évolutions qui se conjuguent. D'abord, dans les démocraties dites occidentales, est venue petit à petit la croyance que l'action politique ne pouvait pas grand-chose. Il y a eu une sorte de défiance grandissante dans le pouvoir de l'action politique, une sorte de désengagement à la politique. Corrélativement sont apparus des mouvements politiques nouveaux, alternatifs ou populistes, nationaux ou transnationaux, mais qui sont fondamentalement protestataires et dont les programmes de transformation sociale sont soit largement utopiques, soit démagogiques. Bon, d'autre part, ces sociétés reposent sur l'innovation, que ce soit une innovation transgressive ou que ce soit une innovation porteuse de nouveautés. Et elles ont tendance à absorber tous les gestes transgressifs pourvu qu'ils apportent du nouveau, pourvu qu'ils apportent de la sensation et pourvu qu'ils fassent du spectacle. C'est assez frappant, mais là j'ai pas d'illustration pour ça. C'est assez frappant de voir comment, par exemple, le monde de la mode, le monde du luxe récupère très régulièrement toutes les innovations artistiques transgressives en les mettant en s'en servant pour sa publicité. En fait, l'innovation, elle s'est transposée dans le domaine de la mode, du loisir, de la culture et de la technologie. Alors, dans le même mouvement, et ça c'est très curieux parce que ça produit les conditions d'une autre désir de transgression, ce qui s'est développé, c'est une correction politique, morale et juridique de plus en plus grande. C'est-à-dire que nous vivons, nous, en Europe, je veux dire, dans des sociétés qui sont matérialistes, qui sont calculatrices, qui sont égoïstes, qui sont utilitaristes, mais qui cachent tout ça sous une couche de bons sentiments et qui se drapent dans la dignité du droit. Et donc, sont apparus tout un ensemble de nouveaux tabous en fonction d'un sacré social chargé d'émotions et chargé quelquefois de grandiloquence. Et il faut s'occuper des enfants, de la dignité humaine, des animaux, de l'environnement, etc. Curieusement, la liberté de conscience et la liberté de croyance ne semblent n'avoir pas beaucoup d'importance. Donc il y a une dégoulinade de bons sentiments,
faut être bienveillant, il faut avoir pitié des faibles, il faut dénoncer les inégalités, il faut compatir au malheur, il faut plaindre, il faut soigner. Et se mettre en place, mais depuis longtemps, hein, c'est pareil aux États-Unis, une political correctness qui, on ne peut pas dire qu'une religion est obscurantiste, on ne peut pas dire que les délinquants sont responsables de leurs actes, on ne peut pas dire que les enfants peuvent avoir des désirs sexuels, on ne peut pas dire que tout un ensemble de choses ne peut pas être dit, sinon la machine judiciaire va être mise en marche. Et donc, on est dans une situation bizarre où la transgression, à condition qu'elle soit correcte et récupérable, surtout dans le commerce, est valorisée, mais où des tabous qu'on croyait disparus ne cessent de réapparaître. Hein, on peut critiquer des hommes politiques ou la religion chrétienne, mais il faut avoir du respect pour les fanatiques. Après le meurtre des journalistes de Charlie Hebdo en janvier 2015, beaucoup de Français, et pas seulement musulmans, jugeaient qu'ils avaient peut-être exagéré. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs en fait le cas s'est passé récemment, je ne suis pas sûr qu'on pourrait aujourd'hui donner une représentation de la pièce Mahomet de Voltaire, qui en plus n'est pas une pièce sur la religion, mais une pièce sur la politique. Il y a eu un projet d'une compagnie théâtrale de la monter en Suisse. Les autorités de Suisse se sont aussitôt préoccupées de dire que c'était inopportun et que c'était pas la peine de déclencher des incidents. Et du coup, ce qui se passe, et ce qui me déprime beaucoup, c'est que les artistes visuels en Europe se sont terriblement assagis. Ils se gardent bien de transgresser ces nouvelles limites. Ils font de temps en temps un peu de provocation, mais à condition que ça soit anticolonialiste, anti-pouvoir, anti-riche, et anti-rien de dangereux, quoi, en quelque sorte. Ils sont tous engagés, mais à quelque chose qui ne scandalise pas. Pour parler comme, je l'ai déjà cité hier, pour parler comme Rosenberg, ils combattent en zone démilitarisée. Quand vous avez juste un peu de connaissance d'histoire de l'art récente, que vous pensez aux violences du dadaïsme, aux blasphèmes du surréalisme, aux provocations sexuelles du body art, vous vous dites qu'on en est aujourd'hui très loin et que de toute manière, il n'y a plus de place du tout pour ça. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est correct, tout le monde est compatissant, tout le monde est aseptisé, aussi aseptisé qu'une briquette de lait d'un rayon de supermarché. Alors, moi, ce qui me frappe et ce qui m'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que si on sort de ce paradis climatisé, si on met le nez un peu en dehors, ben on s'aperçoit que le paysage est tout autre. Et pour ma part, je ne cesse de m'émerveiller du courage et de l'engagement des artistes dans des pays comme le vôtre, et plusieurs autres, quand ils abordent les questions sociales, religieuses et politiques, dans des contextes de danger, de précarité et de répression. Et je dirais pas seulement dans les arts visuels, mais aussi bien en littérature, au théâtre, au cinéma. Je vois et je vis avec admiration ce retour d'engagement des artistes dans les conflits et les affrontements. En fait, ce retour des artistes dans la vie tout court. C'est-à-dire, c'est pas un engagement qui place égoïstement en premier l'art pour l'art, mais qui s'intéresse au pouvoir de l'art dans la vie, au pouvoir de l'art comme vision, comme reconfiguration des regards et reconfiguration des sentiments. Pourquoi ? Parce que changer la vie, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, c'est changer les conditions matérielles de la vie. Oui, ça c'est vrai. Mais dans beaucoup d'autres cas, changer la vie, c'est plus simplement et plus difficilement changer les manières de voir la vie. Pour voir la vie, je dirais, d'un regard féministe, il n'y a pas besoin de changer les conditions matérielles de la vie. Il y a besoin d'une conversion de regard. Il faut voir les choses autrement. Il faut voir le monde sexué différemment. Et c'est pas un changement des modes de production qui vous change ça. Ce qui vous change, c'est votre paradigme de vision qui est en cause. Et ce ne sont pas les révolutions matérielles qui ont en Europe permis de réduire l'empire de la religion, par exemple. Ce sont les changements de pensée introduits par les philosophes, les écrivains et les artistes du siècle des Lumières. Il n'y a pas de changement matériel majeur au XVIIIe siècle qui ait un effet sur la religion. La religion, elle se porte très bien matériellement. Mais ce qui change, c'est la manière de voir.
les questions de théologie, c'est la manière de voir Dieu, c'est la manière de voir la croyance. Et je dirais que là, la culture, l'art, la littérature ont fondamentalement leur mot à dire. Alors, ce que j'admire aussi dans cet engagement, dans des pays comme le vôtre, c'est qu'il n'est pas aveugle. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement c'est un engagement qui évite l'illusion funeste des avant-gardes quand elles ont cherché à se faire les compagnons de route des révolutions socialistes ou fascistes en Europe. S'il y a une chose à retenir de l'art moderne, c'est que l'art, justement, n'est pas fait pour l'embrigadement politique. L'embrigadement de l'artiste soviétique ou maoïste ne vaut pas mieux que l'embrigadement du peintre de bondieuserie du 19e siècle. En fait, je veux dire, beaucoup d'artistes aujourd'hui dans des pays comme le vôtre ont l'intelligence et le courage de ne pas se laisser embrigader, mais de ne pas être craintifs au point d'avoir besoin de l'embrigadement pour se rassurer. Parce que pendant très longtemps, l'engagement chez les artistes européens a consisté à avoir besoin de se rassurer en étant du côté du bon parti, du côté de ceux qui voyaient les choses comme il fallait les voir. Et je dirais que cette attitude, votre attitude, elle est courageuse, non seulement par les risques qu'elle vous fait courir, mais aussi par le risque qu'elle prend elle-même, intrinsèquement, je dirais. C'est-à-dire le risque de rester solitaire et plus encore d'échouer aussi bien socialement qu'artistiquement. Mais je dirais, et ce sera vraiment mes phrases de conclusion, les œuvres d'art qui honorent l'humanité, les grandes œuvres d'art qui nous honorent, ont tout un point commun dans leur incroyable diversité. C'est-à-dire devant le chef-d'œuvre, et il n'y en a pas des masses immenses, hein. Devant le chef-d'œuvre, une fois qu'il est là et qu'il existe, que ce soit la Divine Comédie de Dante, les Demoiselles d'Avignon de Picasso, on va passer la suivante. Vous avez passé, voilà, les Demoiselles d'Avignon de Picasso, la 3e symphonie de Mahler ou les pièces de Shakespeare, on se dit que ceux qui ont réussi ce miracle prenaient aussi le risque de le rater. Et ils y sont arrivés. Il y a toujours quelque chose de miraculeux dans la réussite d'un chef-d'œuvre. Mais ce miracle naît sur la prise de risque de rater purement et simplement. C'est-à-dire de faire un tableau de plus, de faire une symphonie de plus, de faire un poème de plus qui n'ait aucun intérêt. Alors, je dirais, je ne crois pas au miracle, hein, du tout. Mais s'il en existe un, c'est bien celui des réussites de l'art et de la culture. Et je dirais que l'important, c'est pas fondamentalement de transgresser les tabous, mais de vaincre ceux qui défigurent l'humanité, à chaque moment où la question se pose. Et je dirais que là, il faut que nous ayons tous confiance. Voilà, merci.